Alors, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actu, consacré aujourd'hui au contenu de la 5e branche. Régulièrement annoncée depuis le début des années 2000 et sans cesse repoussée, la création d'une 5e branche de la sécurité sociale semble aujourd'hui se concrétiser. Il faut dire que le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 4 octobre 1945, des ordonnances ultérieures pourront étendre le champ d'application de l'organisation sociale à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur, autorise une telle création. Et cette perche, relancée en mars 2019 par le rapport Grand Âge et Autonomie de notre directeur, M. Libaud, le gouvernement s'en est saisi cet été avec le projet d'établir dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 une enveloppe dédiée à la perte d'autonomie, afin de pouvoir évaluer les dépenses chaque année, et en décidant d'affecter 0,15 points de CSG au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce qui amorce finalement une montée en puissance d'un des acteurs de la compensation de la perte d'autonomie. Alors la prise en charge de la dépendance est aujourd'hui jugée insuffisante pour les années à venir, alors que nous sommes dans un contexte de vieillissement de la population. En effet, le nombre de seniors en perte d'autonomie va passer de 1,3 million en 2017 à plus de 2 millions en 2050, voire même 4 millions selon les dernières estimations de l'INSEE. La particularité de la perte d'autonomie liée au grand âge et au handicap est d'associer à la fois le soin médical à l'aide à l'autonomie. Un accompagnement intégral de la personne au quotidien peut permettre d'anticiper et d'éviter des prises en charge hospitalières, notamment, qui sont peu adaptées aux besoins et coûteuses. De manière plus globale, la création de la 5e branche illustre l'un des paradoxes de la sécurité sociale au XXIe siècle, puisque la solidarité pour l'autonomie conjugue les deux notions contraires de solidarité collective et d'autonomie individuelle. La perte d'autonomie est finalement un risque social qui est né de l'effritement des solidarités familiales et de proximité, donc de l'individualisme croissant des comportements, mais qui s'appuie en même temps sur les demandes des personnes âgées et des personnes handicapées à une vie autonome. Et donc face à des interventions hétérogènes, comme nous allons le voir, face à des interventions hétérogènes, la création de la 5e branche conduit à revoir tant l'organisation que les biens et services de la compensation de la perte d'autonomie. Donc nous nous sommes posé la question avec Mélanie, en quoi la création d'une 5e branche de la sécurité sociale permet-elle de couvrir tous les risques de la perte d'autonomie de manière satisfaisante? Pour répondre à cette question, en première partie, nous verrons que les limites du système actuel motivent la création d'une 5e branche, ce qui n'est pas sans poser d'autres difficultés que nous allons tenter de résoudre en deuxième partie. On va donc vous présenter dans un premier temps et dans la première partie les constats qui ont pu être faits par rapport à cette 5e branche, l'autonomie et le handicap. Et ensuite, Jean-Marc vous énoncera à chaque fois en parallèle des constats les limites que ça peut représenter. Donc, on va vous présenter d'abord les modes de financement qui existent par rapport à l'autonomie et au handicap. Donc, pour ce qui est de l'autonomie, la principale prestation qui est dispensée par les départements, c'est l'APA, donc l'allocation perte d'autonomie, qui est délivrée sous certains critères qui sont les mêmes à tout niveau du territoire national. Le premier, c'est un critère d'âge. Il faut avoir plus de 60 ans. Le second, c'est un critère de résidence en France. Et le troisième, c'est un critère de taux de dépendance. Donc le GIR, ça s'appelle le groupe isorésistance, qui est qualifié de 1 à 6, 1 étant le degré de dépendance le plus important, 6 le moins important. De 1 à 4, on peut bénéficier de l'APA, et ça c'est constant sur l'ensemble du territoire. Donc on voit par rapport à la prestation compensation handicap également qu'on est sur à peu près des critères semblables. Un critère d'âge, donc là, moins de 60 ans, un critère de résidence en France et un critère de détection de handicap par les MDPH, donc les maisons départementales du handicap. Le caractère, donc, il est universel puisqu'il ne dépend pas du revenu de la personne. Le montant attribué peut dépendre des revenus de la personne. En revanche, on est vraiment sur une attribution en fonction du critère de dépendance ou du taux de handicap. Donc,
on a une prestation universelle, mais qui peut être différenciée quand même au niveau des territoires. Et effectivement, malgré des traits communs avec une prestation de sécurité sociale, les prestations de la perte d'autonomie relèvent de l'aide sociale. Premièrement, d'un point de vue organique et financier, l'APA et la PCH relèvent du périmètre de l'aide sociale auquel elles sont rattachées dans les budgets départementaux. Les services d'aide et d'action sociale des départements ont la charge technique et financière de ces prestations. Et par exemple pour l'APA, c'est bien le président du conseil départemental qui a autorité pour décider de l'attribution ou non de l'APA. Tandis que pour la PCH, elle est attribuée par la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, des MDPH de chaque département. Deuxièmement, l'instruction des demandes d'APA et de PCH se penche attentivement sur l'état précis des besoins du demandeur, de ses besoins de compensation au regard du projet de vie. Et c'est justement la mise en évidence d'un état de besoin qui est le dénominateur communément admis des différentes formes de l'aide sociale. Donc si les prestations de la perte d'autonomie se rapprochent de l'assurance sociale avec leur caractère universel, elles se rattachent à l'aide sociale en appliquant des critères plus subjectifs et des réponses individualisées. Ce qui s'explique, comme nous allons le voir, par une prise en charge de la perte d'autonomie qui est décentralisée, et Mélanie va nous le présenter. Donc le deuxième constat qu'on peut faire, c'est la multitude d'acteurs qui interviennent sur le champ du handicap et de la dépendance. Donc on a le premier acteur national qui a été créé en 2007, qui est la Caisse nationale de solidarité, qui déploie au niveau du territoire national une politique sur le handicap et sur la dépendance, qui ensuite est portée au niveau des régions par les agences régionales de santé, les ARS, la DGCS, et après au niveau départemental, l'acteur principal reste le département, comme on a pu vous le présenter, avec l'attribution notamment des aides de l'APA et de la PCH, et également les différentes caisses de sécurité sociale qui peuvent intervenir sur des prestations par rapport aux soins ou par rapport, notamment la CAF, à l'AAH ou les différentes prestations liées au handicap. Donc on a une multitude d'acteurs qui permet d'avoir une politique nationale portée par la CNSA, mais également des politiques locales qui permettent d'avoir une cohérence d'action et une adaptabilité de la politique au niveau des différents territoires. Jean-Marc va vous présenter les limites maintenant de cette multitude d'acteurs. Certes, personne ne peut dire que tout est parfait partout, mais dans leur majorité, les départements se chargent de manière efficace de la responsabilité de la perte d'autonomie. Au point que le principal problème, ou la principale inquiétude, tient à l'égalité de traitement d'un territoire à un autre. Et il existe en effet des différences notables entre départements à la fois sur le taux de bénéficiaires et le montant moyen des aides. C'est le cas notamment de l'APA, avec un taux de bénéficiaires qui peut varier selon les départements de 2,6% à 9,4% de la population, et le montant moyen de l'aide qui peut lui varier de 340 € à 430 €. C'est également le cas pour la PCH, dont le taux de bénéficiaires varie de 2,5 à 7,6 pour 1000, et le montant mensuel de l'aide varie, lui, de 500 € à près de 900 €. Donc les différences, notamment pour les taux de bénéficiaires, peuvent s'expliquer soit par des phénomènes de non-recours, soit par des critères d'évaluation des besoins différents d'un département à l'autre. En réalité, la politique de compensation de la perte d'autonomie est pénalisée par une gouvernance éclatée et de fait décentralisée. La CNSA ne peut pas exercer de tutelle directe en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales de l'article 72, alinéa 3 de la Constitution. Et c'est là que réside finalement toute la difficulté de la gestion décentralisée et déconcentrée de la perte d'autonomie, puisqu'il s'agit de concilier à la fois l'égalité devant la loi sociale et la libre administration des collectivités locales. Encore une fois, ça ne vaut aucunement jugement de valeur sur le travail des départements, mais la compensation de la perte d'autonomie ne peut pas correspondre aux standards d'égalité de traitement de l'assurance sociale tant qu'elle reste dans les mains d'un acteur, le département, qui l'insère dans une politique plus large d'action sociale, qui lui permet toujours de faire finalement mieux ou moins. Et ces différences s'expliquent également par l'architecture du financement de la dépendance que Mélanie va nous présenter. Alors, sur l'architecture du financement de la dépendance et du handicap, donc on a le pendant des acteurs qu'on vient de vous présenter, puisque effectivement on a également une multitude de financeurs.
La multitude de financeurs, on le voit par rapport au handicap et à la dépendance, on a l'État, on a la CNSA, on a les différentes caisses de sécurité sociale et on a également les départements. Le risque que ça peut engendrer, c'est un manque de lisibilité et un risque de non-recours. Une complexité d'intervention et également, ce qui est à noter sur la dépendance, qui est à moins noter sur le handicap, un reste à charge qui reste très important pour les personnes en situation de dépendance. En effet, parcours du combattant ou organisation en silo sont les deux qualificatifs qui reviennent le plus fréquemment dans les rapports qui sont consacrés à la perte d'autonomie que nous avons pu consulter avec Mélanie. Il y a effectivement une multiplication des prestations, notamment pour le handicap avant 60 ans, donc la PCH, qui peuvent être en théorie combinées, mais qui dans les faits ne le sont que très rarement, à cause de modes de calcul ou d'évaluation des besoins qui sont différents. C'est le cas notamment de l'allocation éducation de l'enfant handicapé et de la PCH. Pour les personnes âgées dépendantes, le problème est celui des restes à charge qui peuvent s'expliquer par trois raisons. Premièrement, des personnes âgées dépendantes qui pourraient bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement qui permet de financer le tarif dépendance dans les EHPAD, mais ne le font pas parce que cette aide est récupérable sur la succession. Deuxièmement, l'APA à domicile est versée sur la base d'une analyse des besoins et en plus elle reste plafonnée et donc on ne peut pas répondre forcément à tous les besoins des personnes concernées. Et enfin, l'APA en EHPAD est assortie d'un ticket modérateur. Donc le premier bilan que nous pouvons tirer, première partie, est que le vieillissement de la population, d'une part, et les inégalités des réponses apportées aux besoins de la dépendance, d'autre part, réinterroge le modèle de compensation de la perte d'autonomie en France. Cela combiné aux évolutions sociétales, avec l'éclatement des solidarités familiales, il apparaît nécessaire d'instaurer une prise en charge publique et universelle de la perte d'autonomie via l'instauration d'une 5e branche. Donc on va vous présenter maintenant la deuxième partie où on va vous faire part dans un premier temps des enjeux qu'on a identifiés par rapport à la création de cette 5e branche et des propositions qui en découlent qu'on aura pu soit imaginer, soit reprendre de différents rapports. Donc le premier enjeu selon nous, c'est d'avoir une politique globale de la dépendance et du handicap et non plus de séparer en silo le handicap d'un côté et la dépendance de l'autre. On vous l'a présenté en première partie. La principale différenciation qu'il y a entre les deux, c'est la barrière de l'âge. Avant 60 ans, on est plutôt en situation de handicap. Après 60 ans, on est plutôt en situation de dépendance et de perte d'autonomie. Or, ce qu'on peut quand même observer, c'est que la dépendance au-delà de 60 ans est une sorte de handicap, puisque Jean-Marc vous l'a donné en introduction, la définition de la perte d'autonomie, c'est l'incapacité à réaliser seul les actes de la vie quotidienne. Qu'on soit dépendant, qu'on soit handicapé, c'est finalement la même chose et le même constat qui peut être fait. Donc, ce qui nous semble important pour avoir une politique cohérente qui soit portée par la CNSA, c'est d'avoir une politique globale handicap-dépendance sans cette période de l'âge, sans cette barrière de l'âge. Pose évidemment des problèmes. Alors dans le débat actuel sur la dépendance, on part généralement de la perte d'autonomie des personnes âgées pour y inclure progressivement le handicap. En fait, nous pensons avec Mélanie qu'il serait plus judicieux de partir du handicap pour y inclure les personnes âgées dépendantes, puisqu'elles sont elles aussi en perte d'autonomie à cause d'un handicap. Alors ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la protection sociale que l'on substitue une couverture collective à une impossible responsabilité individuelle. Si on fait un peu d'archéologie de la protection sociale, ça a été le cas au moment de la création de ce qu'allait devenir en 1945 la branche accident du travail, maladie professionnelle. Et c'est le cas finalement depuis le début des années 2000, avec la reconnaissance en 2002 que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale. D'où l'utilité de partir du handicap pour y inclure la perte d'autonomie des personnes âgées. Ce qui compte, c'est bien d'identifier la nature du besoin et de compenser la perte d'autonomie liée au handicap. Il s'agit également de ne pas perdre de vue les particularités de la compensation de la perte d'autonomie. Donc le deuxième enjeu, selon nous, c'est d'essayer de trouver un juste équilibre entre la doctrine nationale et les adaptabilités ou les particularités départementales. On vous l'a présenté en première partie.
on a des critères d'attribution qui sont nationaux. En revanche, on a quand même, suivant les territoires, des inégalités qui ont été observées. L'objectif, c'est de se dire, on doit être accompagné de la même façon qu'on habite dans le nord de la France ou qu'on habite dans le sud de la France. En revanche, on est sur des territoires qui ont des particularités. On a un taux de personnes âgées qui ne va pas être le même en Seine-Saint-Denis que dans les Alpes-Maritimes. On a aussi des difficultés qui peuvent ressortir sociétales ou économiques. Donc que les départements, ou en tout cas l'échelle départementale, puisse avoir une marge de manœuvre pour déployer une politique adaptée à son territoire, ça nous semble important de le garder et c'est un réel enjeu. En revanche, les montants et les critères d'attribution, eux, doivent être nationaux. En effet, pour répondre à la question sur la forme que doit prendre la future prestation de la perte d'autonomie, nous devons revenir à une question centrale. Qu'est-ce que la compensation de la perte d'autonomie? Compensation par rapport à quoi? Il n'est pas toujours possible de saisir un état de vie antérieur de handicap, de vie avec le handicap. Et même lorsque cela est possible, comme dans le cas des personnes âgées, ça n'a pas forcément grand sens au regard de certaines pathologies. En réalité, ce que recherche la 5e branche est moins de rattraper la différence avec un état antérieur que de donner les moyens de construire pour les personnes handicapées une vie nouvelle autant qu'il se peut, et pour les personnes âgées de vivre en perte d'autonomie dans les meilleures conditions possibles. Vous l'aurez donc compris, l'enjeu est à la fois de rendre lisibles les droits de la perte d'autonomie, de les objectiver, tout en garantissant la prise en compte des besoins de chaque personne concernée. Pour cela, le principe directeur de la future prestation de la perte d'autonomie devrait être de garantir au moins que seront appliquées les mêmes méthodes d'évaluation des besoins, à défaut de garantir la même réponse à chacun, puisque c'est précisément ce qu'on ne souhaite pas faire dans la perte d'autonomie. Le principe des droits de la 5e branche conduirait donc à remplacer l'égalité de résultats par une égalité de moyens. Notre proposition pour la future prestation de la perte d'autonomie, alors même si le nom de PPA est déjà pris, est d'ouvrir un droit d'option en permettant de choisir entre une prestation paramétrique, c'est-à-dire forfaitaire, et une prestation individualisée, et de pouvoir les moduler en fonction des besoins. Une personne en perte d'autonomie pourrait par exemple faire le choix d'un forfait pour ses frais d'aide humaine et d'un chiffrage individualisé pour un aménagement à domicile. Une prestation unifiée de la perte d'autonomie réinterroge évidemment le modèle de gouvernance, comme nous allons le voir avec Mélanie. Donc le troisième enjeu qu'on a pu identifier, c'est de pouvoir avoir un modèle de gouvernance cohérent et global. On vous l'a présenté en première partie, on a une multitude d'acteurs qui interviennent sur le champ du handicap et de la dépendance. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'avoir bien une caisse nationale qui serait portée par la CNSA, comme au même titre que peut avoir sa caisse nationale la branche famille, la branche maladie ou la branche retraite, une échelle régionale avec les ARS, les agences régionales de santé, et après un déploiement départemental avec les départements, notamment les MDPH pour ce qui est du handicap, et les différentes caisses de sécurité sociale. En parallèle de ça, l'enjeu, c'est d'avoir un schéma départemental du handicap, un schéma départemental de la dépendance, voire un schéma global qui regrouperait les deux, qui serait initié par la CNSA et ensuite déployé localement sur les différents territoires. Et avec Mélanie, nous avons donc travaillé sur deux hypothèses de gouvernance. Alors la première serait pour nous la plus évidente, mais c'est politiquement la plus compliquée, c'est la plus maximaliste. La CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, deviendrait une caisse nationale à part entière pour gérer l'ensemble des aides à l'autonomie. Donc cette hypothèse implique l'effacement du département et le développement de l'un des réseaux déjà existants. Par exemple, à travers les maisons départementales de l'autonomie qui regroupent déjà les MDPH et les moyens et personnels dédiés à la perte d'autonomie des personnes âgées. Cette hypothèse s'appuie également sur le projet de loi qui devait instituer un système universel de retraite. Donc, s'il venait à être relancé dans les prochains mois ou les prochaines années, finalement, se servir du projet de transformation de la CNAV et des CARSAT en caisse nationale de retraite universelle,
On pourrait imaginer que la CNSA reprenne des effectifs, une partie du réseau et les missions d'aide sociale des CARSAT en les fusionnant avec ceux des MDPH pour créer un réseau propre à la 5e branche. Donc, par exemple, à la tête de maisons locales de l'autonomie. Dans cette hypothèse de gouvernance, les ARS seraient associés encore plus étroitement à la gestion locale de l'offre. Et donc, cette nouvelle gouvernance permettrait une gestion à la fois unitaire et viserait la résorption des écarts territoriaux actuels. La seconde hypothèse, la plus logique dans le système actuel français, laisserait donc au département un rôle important en matière d'action sociale. La CNSA assurerait le pilotage financier des moyens budgétaires alloués au département sur la base d'un mécanisme donc, contractuel encore plus resserré que ce qu'il n'est actuellement. Et donc c'est l'hypothèse qui figure dans le rapport de M. Libaud. Sans réseau local à part entière, la CNSA pourrait s'appuyer sur 2 réseaux existants, celui des ARS et des départements. Donc dans ce cas, la CNSA devrait finalement piloter l'action des deux, l'ARS, les départements, avec l'association des communes, faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils collaborent et qu'ils travaillent ensemble. Et ce qui, donc, comme le disait Mélanie, ce qui permettrait de décliner des programmes communs d'organisation de l'offre, depuis notamment le domicile jusqu'aux établissements de santé. Dans le même temps, on pourrait faire figurer dans les coches de chaque branche de la sécurité sociale une partie dépendance. Mais quelle que soit la forme que prendra la gouvernance de la 5e branche, avec Mélanie, nous avons feuilleté un peu, nous avons un peu lu le rapport Vieillir solidaire de Pierre Laroque de 1962. Et à la fin, il y a un conseil finalement de Pierre Laroque qui serait bon de se rappeler aujourd'hui, et qui est finalement celui de ne pas chercher à cloisonner la politique à la fois pour les personnes âgées dépendantes et plus largement pour le handicap. Parce qu'au fond, la perte d'autonomie peut concerner toutes les actions des branches déjà existantes de la sécurité sociale, et comme nous l'avons vu, les départements ont aussi un rôle important. D'autant plus que dans un contexte post-Covid où les administrations, les organisations de sécurité sociale ont dû travailler très souvent main dans la main, si je puis dire, en proximité, il s'agirait de chercher à établir un nouveau modèle de gouvernance en décloisonnant au maximum entre à la fois la sécurité sociale et les administrations. Évidemment, après avoir vu l'offre et l'organisation, nous allons maintenant voir la question qui fâche, celle du financement. Effectivement, donc le 4e et dernier enjeu qu'on va vous présenter, c'est celui du financement de cette 5e branche, puisque, on le voit, les évolutions démographiques vont nécessiter de plus en plus de dépenses par rapport à la perte d'autonomie. On a un vieillissement de la population, du coup, en conséquence, un risque de perte d'autonomie de plus en plus important et une prise en charge qui va nécessiter des moyens supplémentaires. De même, si on travaille de façon plus cohérente sur l'ensemble des territoires, il y a également un risque de dépenses supplémentaires par rapport à ce risque dépendance. Donc on vous a mis notamment sur le 2e schéma que vous pouvez voir les évolutions de financement et les besoins en financement de cette 5e branche, notamment sur la thématique de la dépendance. On voit qu'effectivement, il y a un pic pour les générations du baby-boom. Après, ça se stabilise plus ou moins, mais il y aura quand même un besoin plus important que le besoin actuel en termes de financement. Pour répondre à ce besoin, on a imaginé avec Jean-Marc quelques idées qu'on va vous présenter. Donc, au-delà de la question de la soutenabilité financière, la question du financement de la 5e branche conduit à s'interroger sur la place des solidarités intergénérationnelles en France qui ont pu être mises à mal durant la crise Covid, et conduit également à s'interroger sur la nature du financement de la 5e branche. Doit-il être assuré par la cotisation, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, ou par la fiscalité? Alors c'est vrai que nous avions commencé à travailler dessus, et puis la semaine dernière a été rendu public le rapport de M. Vacher sur le financement de cette 5e branche. Donc nous avons repris quelques-unes de ces idées que nous avons jugées intéressantes.
Donc, une des idées qui est dans le rapport de M. Vacher serait de généraliser une deuxième journée de solidarité. Donc, il est estimé qu'en 2020, elle va rapporter un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc, en généralisant une seconde journée de solidarité, on pourrait approcher donc, plus de 4 milliards d'euros. La deuxième proposition, la plus intéressante, mais assez compliquée politiquement dans le contexte actuel, serait celle de rétablir le taux de CSG qui s'applique aux personnes retraitées, donc qui est actuellement de 8,3%, au même niveau que le taux de CSG qui s'applique aux actifs, qui est de 9,2%. Donc combler cette différence de 0,9 points. Alors même que, en plus, la logique de la CSG est de taxer de façon uniforme les revenus, quelle qu'en soit l'origine. Donc cette proposition générerait, selon les estimations de M. Vacher, une recette de 780 millions d'euros. Et nous arrivons à la troisième proposition, qui est pour nous la plus innovante avec Mélanie, serait d'un prélèvement sur les patrimoines. Il faut euthanasier les rentiers. Cette affirmation n'est pas de Che Guevara, mais de Keynes, que l'on peut difficilement soupçonner de tendance révolutionnaire. En effet, les transferts familiaux, sous forme de donation ou de succession, perpétuent et accentuent les inégalités sociales au sein d'une même génération. Comme l'a relevé le rapport Terranova, réformer l'impôt sur les successions de 2019. L'enquête patrimoine de 2019 de l'INSEE a en plus révélé que depuis une vingtaine d'années, la position relative des plus de 60 ans dans la distribution du patrimoine ne cesse de s'améliorer par rapport à celle des moins de 40 ans. Donc il apparaît judicieux de se pencher sur les droits de succession. Il s'agit non pas de s'attaquer, évidemment, de taxer les petites successions, mais de créer un prélèvement social sur les transmissions de capital. Donc le rapport Vacher propose un prélèvement de 0,8% à 1% pour un rendement de 400 millions ou 500 millions d'euros. Et nous pensons avec Mélanie qu'il est possible de rendre encore plus progressif, notamment le barème actuel des droits de mutation à titre gratuit, qui pourrait faire l'objet notamment d'un prélèvement social pour financer la nouvelle branche de la sécurité sociale. Et nous arrivons à la conclusion de cet exposé. Donc, l'ensemble des constats, des enjeux et des perspectives qu'on vient de vous présenter nous amène à trouver logique d'étendre la sécurité sociale à une cinquième branche, puisque comme vous l'a exposé Jean-Marc en phrase d'introduction, l'article de la Constitution prend tout son sens, puisqu'il prévoyait déjà de pouvoir étendre le domaine de la sécurité sociale aux nouveaux risques. On arrive aujourd'hui à une époque où le risque dépendance est réellement prégnant. L'actualité et les constats qui peuvent être faits le prouvent. Donc, on vous propose une cinquième branche de la sécurité sociale qui prend tout son sens au regard de l'actualité et des constats. Nous vous remercions et on voulait remercier aussi particulièrement l'ensemble des équipes de l'ON3S qui nous ont bien accompagnés pour la préparation de ces rendez-vous de l'actu. On vous laisse à vos questions.